l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Le 24 juin, les Québécois célèbrent leur fête nationale comme ils le font chaque année depuis 1977. Mais derrière les concerts et les drapeaux fleur-de-lysée demeure la figure de Saint Jean-Baptiste, patron historique du peuple québécois. Comment cette fête est-elle née? Que propose aujourd'hui l'Église? Et pourquoi peut-elle devenir un lieu de guérison de la mémoire collective? Nous en parlons ce matin avec notre invité, le père Gilles Routier, supérieur général du Séminaire de Québec. Bonjour père. Bonjour. Quelle était la signification religieuse de la fête de Saint Jean-Baptiste? D'abord, la Saint-Jean-Baptiste nous vient de France. C'est les colons français qui célébraient la nativité de Jean-Baptiste avec des messes et des grands feux de joie. Et à l'origine, on sait que la fête de Saint-Jean-Baptiste correspond au solstice d'été. Et surtout dans l'hémisphère nord et dans un pays où l'hiver est rigoureux comme le Canada, il y avait cette saison froide où tout gelait et où la vie s'arrêtait. Et il y avait une renaissance avec l'été et le 24 juin qui signifiait les journées les plus longues de l'année. Et vous savez, le calendrier liturgique a été construit, le Christ, lumière du monde, est précédé par Jean-Baptiste. Et il y a ce verset de l'Évangile, il faut qu'il croisse, le Christ, la lumière du monde, qui vient dans nos ténèbres, et il croît jusqu'au 24 juin, et que moi je diminue, Saint Jean-Baptiste, au mois de juin, il diminue jusqu'à la naissance du Christ. Et c'est cette signification, c'est ce sens religieux qui était porté par la célébration de la Nativité. Pourquoi Jean-Baptiste est devenu une figure aussi importante dans l'histoire et l'identité des Canadiens français? Les colons français la célébraient, cette fête, l'avaient importée de France, et elle avait beaucoup de signification, une signification à la fois religieuse, parce qu'elle était célébrée par des messes, mais également par des réjouissances, les feux de joie, et elle était avant tout religieuse à l'époque, c'est-à-dire les Canadiens français, surtout après la conquête, se sont identifiés à Jean-Baptiste, qui était précurseur du Christ. Mais elle devient vraiment patriotique, ou elle devient avec connotation nationale au 19e siècle, particulièrement à Montréal, qui donne une vocation patriotique et nationaliste à cette fête pour rassembler le peuple francophone. Alors aujourd'hui, dans les médias, on voit bien que c'est surtout une fête nationale qui est davantage civique et culturelle. Quel souvenir avez-vous, enfant, de cette fête? Alors, enfant, j'étais dans un petit village, je n'étais pas en ville. Il y avait quelques grands feux, mais il y avait surtout la célébration liturgique. Et traditionnellement aussi, il y avait le défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Et il y avait des chars allégoriques qui présentaient, et le dernier était monté par Jean-Baptiste. C'est les souvenirs d'enfance que je peux avoir. Hmm. Et qu'est-ce qui fait que la fête s'est transformée au fil du temps? Avec le développement du nationalisme au Québec et du mouvement indépendantiste, on s'est rallié autour de cette fête parce que c'est un temps de l'année des grands festivals, des grands rassemblements, des grandes fêtes collectives également. Alors, Saint Jean-Baptiste, qui était déjà le symbole qui était déclaré patron des Canadiens français, va prendre, et non pas des Québécois, va prendre une coloration de plus en plus nationale et québécoise. Hmm. Alors, autrefois, donc, vous le disiez, hein, la Saint-Jean-Baptiste était une fête religieuse avec ses processions dans la rue, la distribution de pain béni. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ces traditions dans la culture populaire québécoise? Il y a encore, pas dans toutes les paroisses, mais il y a encore la célébration liturgique de la Saint-Jean, qui a sans doute moins d'importance qu'elle en a déjà eu, mais c'est quand même célébré. C'est une fête religieuse pour les catholiques, mais elle est de plus en plus marquée par cet esprit national et patriotique. Mais dans les grandes villes, il y a bien sûr la célébration de la Saint-Jean qui est célébrée. Je pense par exemple à Québec et à Montréal, il y a parmi les grandes églises Saint-Jean-Baptiste
Et là, il y a toujours la célébration présidée par l'archevêque de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a d'autres animations qui sont, proposées par, d'autres diocèses, ou des paroisses, voire des communautés chrétiennes à cette occasion? Les animations se limitent pratiquement à la messe de la Saint-Jean. Alors, soit la veille, parce que la naissance de Jean-Baptiste, c'est au calendrier liturgique, ce n'est pas tous les saints dont on célèbre la naissance. Habituellement, c'est la naissance au ciel, Mmh. mais il y a la Vierge Marie, il y a le Christ et Saint Jean-Baptiste. Donc, la veille, il peut y avoir la messe de la Saint Jean-Baptiste et le lendemain matin, mais ensuite, ça laisse place à la fête patriotique. Alors, nous vivons, en France, à 5 000 kilomètres de chez vous et on n'est pas toujours tout à fait au fait de ce qui se vit au Québec. Est-ce que le message de Jean-Baptiste, c comme vous le disiez tout à l'heure, préparer les chemins du Seigneur, appeler à la conversion, est-ce que ce message est encore audible dans le Québec contemporain? Il est certainement, parce qu'il est prophète et il interpelle, il invite, comme vous le disiez, à la conversion. Ce message est encore porté. Dans quelle mesure est-il reçu par l'ensemble de la population qui devient de plus en plus multiculturelle et il n'y a pas simplement une population catholique, il y a plus une correspondance entre le fait d'être canadien-français et d'être catholique. Donc, ce message-là ne dépasse pas toujours les murs ou les enceintes de l'Église. Mmh. Alors oui, c'est ça, dans ce contexte de sécularisation avancée, on peut se poser la question si ces célébrations peuvent attirer aussi des personnes éloignées de l'Église, mais désireuses de renouer avec leurs racines, peut-être leurs racines chrétiennes? Dans une petite mesure, mais il n'y a pas un mouvement. Décidément, la dimension de la fête nationale et de la fête patriotique, parce que c'est maintenant une fête chômée. Les gens, donc, font, comme on dit en France, le pont Mmh. et une longue fin de semaine. C'est plutôt fête qui signifie et qui est associée au congé, au début des vacances, parce que c'est le début de la saison des vacances également. Alors, c'est plutôt cette dimension de la fête qui demeure maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura pas des réminiscences et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des renaissances possibles. C'est beau de vous entendre avec cette vertu d'espérance. Non, je pense qu'il faut l'avoir et il ne faut pas croire que nous sommes sur un déclin perpétuel et qu'il n'y a pas de renversement de tendance possible. Alors l'expression guérison de la mémoire est souvent employée par l'Église. Que peut-elle signifier dans le contexte québécois, marqué à la fois par un héritage catholique très fort et par des ruptures parfois douloureuses? Alors, on peut se demander la mémoire de qui? Est-ce que c'est la mémoire de ceux qui ne sont pas catholiques, qui auraient une mémoire pervertie, ou si c'est comme Jean-Paul II au moment du jubilé, il disait que c'est un temps de purification pour l'Église. Et là, je pense qu'il y a un débat à faire parce que l'expression guérison de la mémoire a fini par signifier que nous sommes purs, nous sommes sans tache, et que les autres ont une mauvaise mémoire de ce qu'a été l'Église catholique. Il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais Jean-Paul II l'entendait surtout sur le fait que, à l'occasion du jubilé de l'an 2000, il fallait que l'Église interroge sa propre mémoire et la purifie et qu'on remette les compteurs à zéro. Et là, il y a un travail également à faire du côté de l'Église catholique. Et ce travail-là, bien sûr, on peut vivre le temps présent comme un temps de purification, comme un temps où nous sommes, comme c'était le cas du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, nous sommes interpellés par les prophètes, et notamment Jean-Baptiste, qui nous ramènent à notre vocation propre et qui essaient de nous interpeller pour que nous purifions également ce qui, et c'est l'enseignement de Vatican II également, pour que l'Église se purifie, puisque c'est le Christ qui est saint, mais nous portons dans notre chair, comme Église, dans la chair du corps du Christ qui est l'Église, nous portons également des écharpes, comme disait Saint Paul. Mhm.
Alors vous logez dans l'ancien séminaire, enfin dans le séminaire de Québec qui a été fondé en 1663 par monseigneur François de Laval, et le séminaire, il est très, très grand et il y a différentes parties, qui servent, notamment à l'université et là prochainement en septembre, le Musée national de l'histoire du Québec devrait ouvrir ses portes dans une partie de ses locaux. Heu, Comment, y voyez-vous une occasion de dialogue justement entre mémoire religieuse, mémoire nationale et identité collective? Il est significatif que le Musée national de l'histoire du Québec loge dans un des bâtiments ou sur un site très ancien dans la ville de Québec. Et c'est dire également qu'il y a un enracinement. On ne peut pas dissocier l'histoire nationale du Québec ou de ce peuple de l'Église catholique et du Séminaire de Québec et de d'autres institutions, notamment les Ursulines, les Augustines, qui sont arrivées en 1638. Alors, il est significatif de vouloir que se côtoie et que soit présente dans l'environnement l'Église catholique lorsqu'on parle de l'histoire du Québec. L'Église catholique ne résume pas toute l'histoire du Québec, mais l'Église catholique est une composante importante de cette histoire et on ne peut pas faire l'histoire du Québec en niant cette appartenance à l'Église catholique. Et que pensez-vous de cette approche, on va dire muséale de fenêtre? C'est-à-dire, il y a les faits qui sont là et on présente la façon dont c'est vu, mettons par l'Église, par les autochtones, par les Français, par les Anglais, et c'est aux visiteurs de se faire, son idée. Qu'en pensez-vous? C'était tout un défi, puis il y a eu des débats importants. De toute manière, probablement qu'en France également, aussitôt, par exemple, les programmes scolaires en histoire. Qui va raconter l'histoire? Et il y a toujours des débats lorsqu'on touche au programme d'histoire. Alors, c'est la même chose. Il n'y a pas simplement une manière de voir l'histoire du Québec. Les Autochtones peuvent la voir autrement que nos yeux et ceux qui arrivent également. Alors, le musée, plutôt que d'avoir simplement un narratif ou une trame historique, va suggérer de différentes manières de voir cette histoire. Et je pense que c'est une approche non seulement qui évite les polémiques, mais c'est une approche qui est juste. C'est-à-dire, on est les visiteurs du musée, qui sont des personnes intelligentes, ont à construire à partir de de ces différents points de vue, ont à construire leur propre idée de l'histoire du Québec. Bien, je vous remercie beaucoup, père, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes supérieur général du Séminaire de Québec. Je vous souhaite, une bonne Saint-Jean et bonne journée à tous.